Il se trouve que je faisais déjà du solfège dans ce conservatoire et mon prof de solfège était professeur de hautbois. Donc j'avais dans l'oreille le hautbois parce que comme j'étais très mauvais élève, j'étais souvent puni, ce qui fait que j'entendais le début de la leçon de hautbois. Et quelquefois je me faisais punir exprès pour entendre la leçon de hautbois. Alors sans hésiter, j'ai dit je voudrais apprendre le hautbois. Finalement, ça m'a plu énormément. J'ai été très très vite, à tel point que à 15 ans, pratiquement, je n'avais plus rien à apprendre, en tout cas entre guillemets. Et mon professeur a dit, mais tu sais, il faut que tu ailles à Paris maintenant. Ah bon, à Paris, à Paris. Et voilà, donc ils se sont arrangés avec mes parents. Et puis, comme on dit dans le langage, je suis monté à Paris parce qu'il fallait se présenter donc au Conservatoire de Paris. Déjà, pas mal avancé dans le métier, mais c'est peut-être vers ces années-là, disons à partir des années 64, que je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser grâce à des copains, j'avais des amis qui jouaient de la flûte à bec, etc., qui faisaient ce qu'on appelait à cette époque-là la musique ancienne. Madame de Chambure, donc avec sa société de musique l'autrefois, j'en ai fait partie très vite, très jeune déjà, elle nous prêtait des instruments. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé parallèlement, puisqu'en 67 l'Orchestre de Paris s'est formé, mais j'avais déjà formé la Grande Écurie en 66. Donc j'ai eu l'habitude de réunir des musiciens. J'étais géo, hein, gentil organisateur dans mon tempérament. C'est-à-dire que je réunissais des musiciens, j'allais jusqu'à jouer des symphonies de Haydn. Et je dirigeais. Déjà, maladroitement, certainement, mais ils avaient la gentillesse de me dire que j'étais doué, bon, tant mieux. Et puis, bon, c'est tout, ça c'est très anecdotique. Une autre anecdote, un ami strasbourgeois faisait des concerts à Lourmarin, donc un gentil pays, un gentil village du Luberon. Et moi, j'étais au Festival d'Aix à ce moment-là, et un jour, ce monsieur m'a dit, vous jouez du hautbois, oui, vous ne voudrez pas venir jouer avec nous au temple de Lourmarin, on fait des cantates de Bach. Alors, rien que le nom de cantate de Bach, j'ai dit, oh bah oui, bien sûr. Vous savez, j'ai pas d'argent, mais ça n'a aucune importance. L'argent, c'est les cantates de Bach. Ah bah très bien, très bien. Donc je suis venu, et puis il avait aussi, il jouait de l'orgue, mais il réunissait quelques musiciens et il voulait diriger tout en jouant de l'orgue. Ce qui est pratiquement impossible quand on n'est pas vraiment très averti. Les bas Tom Kopman qui veut. Donc je lui ai dit, oui, très bien. Puis il jouait le 6e brandebourgeois. Et puis il n'y arrivait pas, bien sûr, aux répétitions, il n'y arrivait pas. Alors, timidement, il me dit, mais toi qui es musicien professionnel, tu pourrais pas nous aider peut-être? Alors voilà, j'ai dirigé le 6e concerto brandebourgeois, comme ça. Et il m'a dit, mais c'est bien, écoute, tu dessines des gestes dans l'espace et qu'on comprend. On comprend que c'est de la musique. Alors c'est formidable, tu devrais continuer. Et là-dessus, il y a eu ce premier disque avec la Grande Écurie, donc, 66, et Maurice André qui faisait partie de l'équipe. Et là, moi, je jouais du hautbois. Et puis, il s'est avéré des situations dans les pièces, quelquefois, qui étaient un peu difficiles, surtout à terminer bien ensemble, faire la cadence finale dans un bon goût, dans une bonne esthétique, etc. Et donc à ce moment-là, j'ai arrêté de jouer et puis je battais un petit peu. Alors Maurice André, il est allé dire à Georges Cadard dans la cabine, vous savez, il faut faire diriger Jean-Claude, hein, parce que ces choses-là, on ne comprend jamais. En général, on ne comprend jamais. Il n'a pas voulu citer le nom, mais on comprend très bien de qui il parlait. Lui, on a compris tout de suite. Hein. Oui, il faut le faire diriger. Bon, alors ça a été un peu... Cadar m'a dit, vous voyez, quand on aura des ensembles, c'est pour ça que j'ai dirigé Water Music d'ailleurs, quelques temps après. Et à partir de là, voilà, le début c'est comme ça. Ça s'est fait sur le tas. Je suis un self-made man, c'est-à-dire personne, j'ai jamais appris la direction, si ce n'est que j'ai été un spectateur privilégié, parce que je les ai tous vus sous mes yeux. Munch, Karajan, Bernstein, Ozawa, Mazel, et puis je peux en citer comme ça 50. Alors, tout ce que je peux dire, et je ne veux pas jouer les victimes, mais c'est que quand même, à l'époque où on est aujourd'hui, un ensemble ou enfin un groupement, il ne peut pas exister s'il n'y a pas plus ou moins une aide, soit d'argent public, soit d'argent privé. Je me suis débrouillé pendant 11 ans sans rien du tout. C'est-à-dire aucune aide de l'État, bien sûr, ni d'aucune ville, ni de personne. Donc j'ai commencé grâce
à des amis. Je peux citer Vincent Bertilloncourt, qui était DRAC à ce moment-là en Île-de-France, qui s'est beaucoup intéressé à mon travail depuis le début et qui a fait pour moi le travail du faire savoir, donc, et qui m'a obtenu déjà quelques subventions. Un ami, journaliste, connaissait mon existence, avait écrit des articles sur moi et me dit voilà, je deviens secrétaire de l'Opéra du Nord. L'Opéra du Nord, c'était une entreprise tricéphale dont Lille, Roubaix, Tourcoing. Donc ces trois villes avaient créé un syndicat intercommunal et dans le but d'avoir une structure polyvalente, enfin une structure. Alors bon, pour aller vite, donc j'ai fait un projet avec cet Opéra du Nord et c'était Pygmalion et la servante maîtresse, Pygmalion de Rameau et la servante maîtresse de Pergolèse, qu'on avait unis dans un seul et même spectacle. Donc c'était un spectacle assez intéressant sur le plan documentaire déjà, et puis esthétique, enfin ça marchait très bien. Et on m'a dit au dernier moment, mais tu sais, on ne le fait pas à Lille, on va le faire à Tourcoing, parce qu'il faut qu'on aille faire des spectacles à Tourcoing. J'ai dit, bon, pourquoi pas, tiens, on va à Tourcoing. Et là, les responsables culturels de Tourcoing, donc l'adjoint à la culture et le directeur des affaires culturelles, tout de suite après le spectacle, m'ont dit ça vous intéresserait pas c'est tout à fait ce qu'on a envie de faire ici, c'est-à-dire quelque chose qui soit marginal par rapport au grand opéra qui se fait à Lille, donc quelque chose qui soit plus. J'ai dit oui, pourquoi pas. Donc là, on était en 1980 et après ils m'ont relancé, ils m'ont dit voilà, le projet est pas en forme, on voudrait vraiment faire un atelier lyrique à Tourcoing à l'image de celui de Strasbourg, enfin de celui de l'Opéra du Rhin. Ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai eu un contrat d'1 an. Après, un an, on m'a dit, vous savez, il faut faire un contrat de 3 ans maintenant. J'ai dit, bon, bah, allons-y pour 3 ans. Je ne sais pas si j'avais vraiment envie, j'en sais rien. Bon, c'est vrai que je suis méridional. Pour moi, Tourcoing, c'était l'Alaska, à peu près. Mais en même temps, très intéressé par les gens. Les gens, je voyais leur réaction au spectacle, etc. Au début, vous savez, le premier concert, on a eu 9 personnes dans la salle. Dans une salle de 700, ça fait un choc. Vous voyez. Alors on m'a dit, vous êtes sûr que vous voulez continuer? Je dis oui, il faut. Alors la première saison où j'ai été vraiment engagé, donc après 1 an de stage, en 82, j'ai voulu faire le couronnement de Popée avec un ami, avec Jean-Louis Martinotti, donc que je connaissais déjà d'ailleurs, mais qui faisait des très belles mises en scène. Et voilà, on est parti dans cette aventure absolument insensée, parce que faire le couronnement de Popée à Tourcoing, ça équivalait à, je sais pas moi, faire un concert sur la banquise. Enfin, c'était inouï. Et en fait, bon, on n'a pas eu énormément de public, on doit le dire, mais ça a eu un retentissement énorme. La mise en scène de Jean-Louis était formidable, formidable. Et on a eu le prix du meilleur spectacle lyrique de l'année. Donc pour une jeune structure, pour une structure qui avait 1 an d'âge, c'est pas mal. Donc non seulement ça nous a beaucoup encouragé, mais ça a encouragé la mairie, la région, etc. à continuer à nous soutenir. Mon but d'artiste, d'interprète, ça a été de n'avoir aucune limite. C'est-à-dire, pour moi, l'étude de la musique, et ma discographie le prouve, ça commence au XIIIe siècle et ça se finit au XXIe. C'est-à-dire j'ai écumé tous les siècles de musique, 10 siècles de musique. Écumer, c'est pas un très joli mot, mais en tout cas participer à un point où chanter, ou jouer d'un instrument, ou diriger, depuis les troubadours jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un postulat. Je dis qu'un interprète de musique, il n'est pas là pour juger la musique, mais pour la jouer. Il y a un monde. Je suis pas là, je ne vous dirai pas ce que je pense de Jolivet ou de Berriot ou de Kagel. En tout cas, je les joue. Ce qui est important, c'est que je les joue avec honnêteté. Voilà. Soit parce que je les ai connus, ce qui est le cas de ces trois-là. Donc, à la source, j'ai puisé donc, leur intérêt, leur investissement artistique. Ça veut dire, je ne suis pas là pour me jeter des fleurs, mais dire que je me suis fait, depuis presque le début de ma carrière de musicien, à cette idée que j'allais vouloir servir toutes les musiques.